Bonjour. Alors maintenant je suis connecté, tout commence évidemment. C'est-à-dire que maintenant nous allons commencer par créer un projet. Créer un projet évidemment. Alors, par projet c'est un peu l'équivalent d'une base de données, hein, d'une database, c'est pour parler un peu SQL. euh, C'est-à-dire d'un endroit où il y aura plusieurs tables. On va évidemment créer un projet. Alors soit un projet de zéro. Donc je fais créer, vous voyez qu'on a le choix d'un certain nombre de choses. Donc est-ce qu'on communiquera avec une REST API ou un GraphQL? On va rester sur REST API. Je fais créer sans me proposer quoi que ce soit de particulier. Euh, donc je ne sais pas trop comment il le stocke. Je présume qu'il est parti sur une base SQLite. Euh, Peut-être dans la base SQLite qu'il a créée au départ. J'ajoute une table. Je nomme ma table, je vais l'appeler test. Et par défaut, il me propose quatre champs, hein, tout simplement. Le champ ID est évidemment important, c'est la clé primaire. Et puis après, vous allez avoir deux champs. Je fais submit, on va voir déjà comment ça fonctionne. Vous voyez que j'ai créé une table, et puis maintenant j'ai créé la structure de ma table. Pour ceux qui ont déjà utilisé Airtable, on est vraiment dans un environnement identique. On pourrait croire qu'on est dans une sorte de tableur, hein, puisque j'ai effectivement des colonnes et des lignes. Si je rajoute ici, je vais l'appeler char, hein, et puis j'y vais, et, etc. D'accord. Donc on est vraiment ligne, colonne, etc. Bon, classique. Euh, On peut rajouter des champs, c'est là où la différence se fait par rapport à un tableur, c'est qu'on va nommer nos champs, donc on va mettre par exemple prix, et on va pouvoir choisir le type de données qui va aller dans cette colonne. Et contrairement à un tableur, ou même si on demande aux gens de saisir uniquement des nombres, là on aura la possibilité de, on peut dans un tableur saisir ce qu'on veut, même si on aimerait que ce soit que des nombres par exemple. Là pour le coup, on va verrouiller la chose. Vous voyez qu'on a un certain nombre de types de données qui sont disponibles. Je vais donc prendre un truc simple. C'était le prix, on va prendre un number. Vous avez des options supplémentaires qui sont ici, je n'avais pas vu ça tout à l'heure, qui permettent notamment de pouvoir choisir le type de données qui est disponible. J'ai choisi nombre, j'ai donc des types numériques, mais vraiment dans une logique base de données, hein, bien sûr. La conception est assez précise. On peut se contenter d'un nombre ou on peut aller un peu plus loin, bien sûr, dans la création. Je vais prendre pour un prix, on va prendre un float, ça ira très très bien. Voilà, on peut mettre des commentaires, bref. Ah non, une valeur par défaut, pardon. Et je valide. Voilà. À partir de là, j'ai une colonne prix. Donc un Richard va coûter, mettons, 150, 454. Et ici, voilà. Alors vous constatez aussi, alors je peux rajouter, on va faire une date, on va essayer les différents types de données. Donc, évidemment, en tapant les premiers mots, on va pouvoir aller choisir le date ou le date time. Et à partir de là, on va pouvoir saisir des dates de façon assez simple. Alors, on constate aussi d'ailleurs qu'il nous parle en anglais. C'est pour ceux que ça gêne, vous avez ici un petit menu qui permet de passer en français. Euh, pour un certain nombre de choses, mais je pense que la traduction n'est pas encore poussée tout à fait à fond. C'est un projet participatif, open source. Si vous avez des envies de traduction, ne pas hésiter à évidemment participer aussi à cet aspect. On est le 23, c'est ça. Bon, on va mettre, mettons une date du 20 pour celui-ci. Voilà. Ici, on va mettre une date du 25. Ici, donc là, évidemment, j'ai besoin d'une deuxième table. Eh bien, je vais créer une deuxième table. Alors peut-être que test est un nom très mal choisi. Je vais pouvoir renommer ma table. Je vais l'appeler utilisateur. Si je ne sais pas trop à quoi ça peut correspondre. Donc là, la table title, le champ title, on va l'appeler nom. Voilà, on a des noms, on a des prix, on a des dates. Bon, est-ce qu'on peut mettre des images? Attachment. Voilà. On peut également renommer la. Enfin, renommer, non. euh, Ajuster l'espacement des colonnes, bien entendu. On peut également faire des tris, hein, si vous voulez faire un tri par date, par exemple. On a le sort. On va ajouter, on veut trier euh, par date ascendante, par exemple. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a maintenant l'ordre de tri qui est ascendant. Le numéro qui est ici, c'est le numéro de la ligne, hein, c'est pas la clé primaire associée à cette chose.
Alors, je vais chercher une photo sur mon disque dur et je glisse la photo dans la case associée. Clac, et voilà, j'ai la photo. Voilà, vous voyez qu'on peut mettre plusieurs photos. C'est plutôt intéressant. Chose aussi intéressante, c'est que si on peut jouer un petit peu avec les vues et les différents éléments, typiquement, vous voyez en face des éléments, vous avez une petite flèche, enfin une double flèche. Si je clique sur la double flèche, vous voyez qu'on a maintenant une vue formulaire. Donc là, on s'éloigne déjà un petit peu de l'aspect purement tableur ou PHP-MyAdmin, enfin quoique PHP-MyAdmin a cette vue formulaire aussi. Il y a déjà un petit plus intéressant là-dessus, c'est-à-dire qu'on a nos éléments effectivement qui sont saisissables par des formulaires et qui sont évidemment de manière un peu conviviale avec des contrôles de validité, etc. Alors on peut aussi rajouter des vues, donc là vous voyez qu'on a la vue grille, grille qui a certaines options de tri, de filtre également, j'en ai pas mis mais on peut en mettre pour montrer que voilà, qu'est-ce qu'on veut filtrer. On veut filtrer par exemple uniquement les prix qui sont supérieurs à 500. Voilà. Et vous voyez que maintenant, j'en ai plus que deux qui apparaissent, tout simplement parce que le filtre s'applique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer plusieurs grilles sur lesquelles on va appliquer des filtres différents et donc pouvoir accéder directement à notre vue utilisateur standard ou utilisateur au prix qui coûte cher ou de telle date, etc. Donc c'est plutôt intéressant. On a également la vue galerie. Donc là, on va prendre galerie, voilà, pas très inspiré ici, qui va nous permettre de voir nos éléments dans cette vue. Ce qui est aussi intéressant, bien sûr, c'est que on va pouvoir sur notre vue galerie ici, pouvoir lui dire, par exemple, je ne veux pas afficher tout, je veux juste, mettons, le nom et la photo. Voilà. D'accord. Et donc là, j'ai qu'une seule photo. Alors d'ailleurs, elle apparaît en grand. Peut-être que ça fait un peu double emploi. Euh, Ici, voilà. D'accord. Vous voyez aussi que pour lui, c'est un slider qui va permettre effectivement de voir les différents éléments. Donc c'est plutôt pas mal. La vue formulaire, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on peut créer un formulaire, donc on va l'appeler formulaire, puisque allons-y, qui va nous permettre de construire un formulaire, effectivement sur mesure, euh, avec des cases, pas forcément toutes, on peut tout retirer et rajouter uniquement le nom par exemple et la date. D'accord, et le bouton valider, voilà, plus quelques options, etc. Et à partir de là, on aura une vue saisie de certains champs, évidemment, uniquement. Bon, j'ai été interrompu par un coup de téléphone, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut construire des vues, par exemple sur celle-ci, donc avec un certain nombre de filtres. On peut filtrer, pareil, sur les noms de champs. Je vais retirer la date, par exemple. Voilà, donc je construis une vue avec un certain nombre d'éléments et je peux partager cette vue. Donc, partager cette vue, alors évidemment là je suis en local, mais ça marche évidemment si on est en ligne. On peut me donner un accès avec un mot de passe à cette vue. Je récupère l'URL de la vue et avec un autre navigateur, je n'ai effectivement que certains éléments de cette vue qui va me permettre donc de pouvoir agir dessus, hein. Je n'ai pas le champ date, le champ date n'apparaît pas, ni dans les filtres, ni dans quoi que ce soit, euh, même si c'est trié par date, mais je ne le vois pas. Voilà. Euh, et on a quand même une assez bonne sécurité. Alors, créons une deuxième table, donc on va avoir voilà, pour voir un point aussi très intéressant de ça. Donc je vais créer une table que je vais appeler, alors on a les utilisateurs, et puis on a les pays, tiens, allons-y. Je ne vais pas créer de title comme ceci. Et je vais ajouter donc le nom du pays, hein, qui sera de type, alors soit simple ligne de texte, soit texte long, donc on va prendre simple. Texte long ayant évidemment un peu plus de blabla à l'intérieur. Et puis je vais mettre, mettons, France. Voilà. Belgique. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les types de données, c'est là aussi où on s'éloigne du tableur classique, c'est qu'on peut créer un champ, donc je vais appeler par exemple le pays, qui est de type lien vers un autre champ. Et c'est là où ça devient évidemment, alors quand je fais une jointure entre ma table des utilisateurs et ma table des pays par exemple. Et je sauvegarde comme
comme ceci. Ce qui va me permettre en fait dans ma table, vous voyez, donc j'ai mes utilisateurs et mes pays, je vais pouvoir lui dire, bah tiens, il va aller dans le pays. Ah, alors là vous voyez que par défaut il affiche la date, tout simplement parce que je n'ai pas créé de titre. Le champ title n'était pas coché, du coup c'est la date de création sans doute qui a été retenue. Ce que je peux faire, c'est, vous voyez que dans ma table pays, je reviens sur ma table pays, et je définis comme une valeur primaire, enfin comme la valeur primaire, voilà, de la chose qui devient du coup en bleu. Si je reviens sur mes utilisateurs, ici, et que je veux rajouter maintenant un pays, vous voyez que c'est cette valeur-là qui apparaît. Si j'en avais beaucoup, hein, je pourrais filtrer directement ici. Donc là, on va mettre France pour celui-ci, on va mettre Belgique pour celui-ci. Ah, le troisième n'apparaît pas, donc je vais le remettre. Non, c'était dans les filtres, pardon. Je supprime mon filtre. Voilà. Et lui, je vais le mettre, Jérémy, je vais le mettre aussi en Belgique. Par exemple. Ah, apparemment, j'ai mal réglé mon truc, euh, puisque je ne peux en mettre qu'un seul dans chaque. Ça, c'est un petit peu bizarre. Euh, ok, alors si je delete. Alors, il faut évidemment prendre en main l'outil. Donc, je recrée ici mon champ pays et je lui dis lier avec many to many, j'imagine, et je vais le lier à pays. Voilà. Là maintenant, si je fais ça et que je fais France, et lui France aussi, là je n'ai plus le problème. Est-ce que je peux mettre deux pays? Non, a priori, j'ai pas l'impression. Si, oui, vous voyez, et on peut mettre comme ça plusieurs pays, donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire, je ne peux prendre que les pays qui existent bien sûr, et ce qui est aussi très intéressant du coup, c'est que quand je suis sur la table pays, vous voyez que j'ai les utilisateurs en face de chaque pays qui sont associés, la relation marche dans les deux sens. Et ça évidemment c'est assez pratique. On n'a pas forcément fait le tour de tout, mais parce qu'on a aussi pas mal d'autres trucs. On fera peut-être pas le tour de tout, mais c'est déjà assez intéressant, hein, bien sûr. Et je rappelle qu'on est bien sur nos données, on n'est pas sur un serveur hébergé par je ne sais trop quelle société. Alors, autre fonctionnalité évidemment intéressante, c'est le fait, donc ici, de télécharger le CSV de la chose, c'est-à-dire un fichier réutilisable dans Excel. On va le tenter. Et vous voyez que j'ai ma table des utilisateurs qui apparaît ici et qui me remet mes éléments évidemment comme ceci. On a aussi importé le CSV, donc ça j'ai pas testé. C'est en version alpha, donc peut-être que je testerai pour voir. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais j'imagine relativement classiquement, on crée notre table avec les colonnes qui correspondent à notre CSV et on importe le CSV et il remplit notre table évidemment. Alors, j'ai pas testé non plus ces éléments-là, mais vous avez ce qu'ils appellent un magasin d'applications qui va très certainement permettre de se connecter à d'autres outils, euh, notamment, ce qui est pas mal aussi, surtout quand on est évidemment dans la version en ligne. Voilà, c'est le côté SMTP, c'est-à-dire pouvoir envoyer des mails, bien sûr, depuis l'appli, dans différentes conditions, euh, ou se connecter à d'autres éléments. Enfin, les métadonnées du projet vont permettre de sauvegarder, voire de restaurer très certainement un ensemble de préférences, de sécurité et autres, sans doute dans le cas d'une mise en ligne d'un projet qu'on aurait travaillé en local ou de migration d'un serveur à l'autre, par exemple, j'imagine en tout cas. Équipe et authentification qui va permettre de créer des utilisateurs différents et de leur affecter des rôles différents. Donc pour l'instant, hop là, évidemment, j'ai qu'un seul utilisateur. On a des gestions de jetons d'API pour donner des autorisations différentes et la gestion des rôles, alors qui est pour l'instant limitée à un certain nombre de rôles d'utilisateurs. Je vais du coup arrêter cette vidéo ici et enchaîner par une deuxième sur l'utilisation de NocoDB en tant que REST API, donc une vidéo un peu plus technique, euh, dans lequel, alors, je vais faire du teasing quand même, où on va effectivement se connecter à une base de données MySQL, communiquer avec elle via du JavaScript
Python, peu importe, pour pouvoir justement charger des données, peut-être en envoyer, mais je pense qu'on va se limiter à charger. Après, si vous avez l'habitude des REST API, ça reste évidemment assez classique. Donc, à suivre.